Tout de suite, 4 réflexions que je veux partager avec vous et avec cette image. J'aime l'innovation. Suis-je un virus? Un pays qui s'appelle le Bhoutan. Le Bhoutan est situé près de Népal. En 1983, ce pays a décidé, comme indice pour découvrir, indice de succès de leur société, de leur pays, ça va être un indice qui va faire la mesure du bonheur. Puis lorsqu'ils ont annoncé ça à travers le monde, tout le monde riait d'eux. C'est quoi ça, un indice de bonheur? C'est quoi ça comme indicateur? Tout le monde sait que c'est beaucoup plus le GDP. C'est beaucoup plus une question économique qui va décrire, qui va définir vraiment le succès d'un pays et d'un système d'éducation. Et si on va maintenant, juillet 2012, Nations Unies, ils ont passé une résolution à l'unanimité que l'indice de bonheur doit être inclus maintenant dans les indicateurs économiques afin de faire vraiment un portrait réel d'un pays. Mais en 83, un vrai virus. Un vrai virus. Un grand chef dans un village autochtone au nord du Manitoba, il m'a dit récemment quelque chose qui m'a beaucoup frappé. J'ai passé 2 jours avec lui et on parlait de plein de sujets, on parlait d'éducation, on parlait de plein de choses. Et il m'a dit, vous savez, M. Canuel, on est uniquement des histoires. Et j'ai dit, c'est vrai. Parce que tout ce qu'on fait vraiment, lorsqu'on essaie de raconter notre vie, on raconte des histoires. Et on raconte comment ces histoires sont tellement puissantes. Et lorsqu'on peut citer des faits, de la recherche, toutes sortes de choses, afin de vous convaincre, c'est les histoires qui convainquent. Comme Pierre, vous venez de le raconter. Très émouvant. Ça nous fait réfléchir. Mais autre chose que j'ai vraiment vécu, c'était comprendre comment que le temps est précieux. Et lorsque j'entends parler du fait que le changement en éducation, surtout en éducation, doit se faire lentement, je n'accepte pas ça. Et je n'accepterai plus ça. Parce que lorsqu'on dit que ça prend du temps, ça veut dire qu'on va laisser des milliers et des millions de jeunes rater des chances de s'épanouir, de voir vraiment, de vivre leur potentiel, pendant qu'on est en train de réfléchir et de dire « je veux que ça aille lentement ». D'abord, une des choses que moi je pose souvent, c'est « coudonc, est-ce qu'on a des troubles d'apprentissage? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'aller lentement? » Pensez-y. Parce que souvent, ça n'a absolument rien à faire avec le bien-être des enfants, mais beaucoup plus avec le bien-être des adultes. Alors, on fait des analyses, mais ce qui nous intrigue davantage, c'est ceci. Et la nouvelle n'est pas bonne. Parce que, comme on a entendu avec les autres conférenciers, notre système d'éducation est en train de préparer des jeunes pour 1980. Pas pour le 21e siècle. 1980. Et j'ai d'autres nouvelles aussi pour vous dire, honnêtement, oui, ça s'en vient bientôt. Il y a un lien. Le lien que nous autres, on s'attendait toujours, qui existe depuis 50 ans, 60 ans, le lien entre l'éducation et un emploi. Hélas, j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Ce lien-là est en train de s'évaporer devant nous. Très bientôt, il va y avoir une crise au Canada et dans les pays occidentaux. Une crise épouvantable, parce qu'il n'y aura pas des emplois dont on est en train de sortir des finissants. Et c'est un gros problème. Alors imaginez-vous, comme parent, vous dites à votre enfant, allez à l'université puis vous trouverez un emploi. Ce que je peux vous dire, c'est pas au Québec en tout cas, ni au Canada, ni en Amérique du Nord. Les chances vont être beaucoup plus fortes que vous trouviez un emploi ou que votre enfant trouve un emploi en Amérique centrale, l'Amérique du Sud, en Asie. Et c'est ça la réalité. C'est ça qui se passe présentement chez nous. Parce que les enfants sont en train de nous dire, le terme en anglais c'est « doing school », c'est-à-dire on va à l'école. Oui. Est-ce que vous apprenez? Peut-être. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce qu'on vous pousse de penser d'une façon critique? Non. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Bien, on donne la réponse au professeur. Pas plus que ça? Pas plus que ça.
Imaginez-vous. Et on dit, c'est ça l'éducation, c'est ça notre système d'éducation, c'est ça qu'on veut valoriser davantage. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, évidemment, ça nous fait poser beaucoup de questions. Là, maintenant, je vais faire un saut dans le passé. 2003, directeur général à la commission scolaire Eastern Townships. On a décidé en 2003 qu'on va fournir des portables à tous nos jeunes et tous nos enseignants. On était devenu à ce moment-là un virus d'innovation. Et j'ai d'autres nouvelles pour vous partager avec ça. Mais on était situé à 100 km à l'est de Montréal, dessert une population anglophone minoritaire, 28 écoles centres dans des petites villes ou petits villages. Les effectifs scolaires varient de 35 à 530 et on a une école en passant ici à Drummondville. Une population étudiante de peu plus de 7000. Le téléphone cellulaire était inexistant dans certaines localités à ce moment-là. Et n'oubliez pas, Facebook, YouTube, des affaires comme ça n'existaient même pas. Et Google à peine sortait. Un déploiement de 5600 iBooks sans fil. Les 21 commissaires élus, un vote unanime en 2002. Et on n'avait pas l'argent pour le faire. Et mes collègues dans le monde de l'éducation, à ce moment-là, nous ont dit, parce que moi, je leur ai posé la question, « Et vous, est-ce que vous êtes prêts à faire le même? » Non, jamais de la vie. Ronald, nous autres, nous sommes de l'éducation. On veut voir la recherche, le soutien, les résultats, et de quelle façon on peut financer ça. J'ai dit, ça, c'est de bonnes questions, donnez-moi 5 ans. Ils ont dit, d'accord, on vous donne 5 ans. Et ce que je peux partager avec vous, c'est là où ils sont maintenant. Oups, le son. Monte à 6, monte à 6. Monte, monte, là. Ah! Ouais, je sais, je te vois. Et avec ça, des résultats, tout en amont. Au point de vue des résultats scolaires, en amont. Au point de vue du taux de décrochage qui a baissé de 43 % et maintenant à 17 %. Ça, c'est des chiffres du gouvernement. Ensuite, la recherche qui indique carrément que ça a un impact positif. Ça fait changer carrément la façon que les enseignants enseignent et que les élèves apprennent. Mais imaginez-vous avec tout ça, tous les résultats, tout ce que le monde de l'éducation nous demande toujours. La preuve, la recherche, l'appui. On a fait des sondages auprès des gens, sans cesse. Présentement, au point de vue du soutien, Dr. Pierre Santi m'a rapporté 96 % des enseignants dans la commission scolaire appuient l'intégration de la technologie dans la classe. C'est du jamais vu. Pas au Québec, au Canada et possiblement en Amérique du Nord. Du jamais vu. Mais, c'était quoi la réponse du monde de l'éducation? On est resté seul. Parce qu'un virus, les gens n'aiment pas des virus. On n'aime pas des virus. Même juste le mot virus. Hein, ça nous inquiète, hein? Virus, virus. Alors, imaginez-vous, lorsque je me suis dit, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui nous manque vraiment? Est-ce que c'est plus de recherche? Est-ce que c'est vraiment plus de résultats? Ou est-ce que c'est plus de soutien? Ou encore plus d'argent? Et comme Pierre l'a dit, très bien dit, le système d'éducation, c'est un aspirateur d'argent. Ça va prendre de l'argent continuellement. Vous allez tout simplement dire, donne-nous de l'argent, on en a besoin. Mais ce n'est pas l'argent qui va faire la solution. C'est nos idées. De quelle façon on va s'y prendre. Alors, évidemment, lorsqu'on parle d'une innovation, je dois me rappeler l'expression, les innovateurs se font attaquer, comme un virus, et les suiveurs prospèrent. Et ça, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui nous ont critiqués en 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, qui nous ont critiqués. Et ces mêmes gens-là, présentement, donnent des conférences sur l'intégration des technologies en éducation.
Voyez-vous, c'est que parce que le sentiment d'être un virus n'est jamais facile. Jamais facile. Jamais facile. Je vais vous parler brièvement des agents de changement, parce qu'il faut comprendre aussi les agents de changement. L'encre et le papier. Parce que depuis qu'on a remis le papier sur un bureau, un pupitre, on a fait baisser la tête d'un jeune. Puis évidemment, quand il a donné cette réponse-là, je dis, tiens, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas pensé à ça avant? Pourquoi c'est toujours quelqu'un comme lui, hein, comme ça, qui peut penser comme ça? Mais voyez-vous, hein, l'optique, et il me l'a dit, oui, on a fait baisser nos jeunes. Les yeux sont sur un bureau maintenant. C'est pas comme ça qu'ils vont s'épanouir. Pas en regardant un bureau, pas en baissant la tête. L'ère industrielle, les économies d'échelle, l'efficacité, et mon Dieu, on entend parler de ça. La génération baby boomer dont je suis parti et tout ça, je suis très fier des résultats qu'ils ont fait. Ils ont fait plein de choses. Mais là, je ne suis pas fier, OK, de notre génération. Parce que là, cette même génération, dans les années 60, 70, 80, début 80, l'éducation, c'était un investissement. Il fallait investir, il fallait mettre de l'argent en éducation. Et depuis ce temps-là, on vieillit et c'est plus un investissement, c'est une dépense. Là, c'est santé, investissement. Et c'est pas juste, parce que qui va être les ambassadeurs, qui va être les porte-parole pour ces jeunes-là? Qui va vraiment défendre leur intérêt pour dire oui, ils doivent vivre une autre belle expérience d'éducation, et pas dans un système qui est ancré dans les années du 19e siècle. Les livres, les tableaux noirs, ça, c'est des éléments en passant, je vais vous dire, si vous faites la recherche sur ça, c'était révolutionnaire. Quand les livres ont été introduits et tout ça, ça a été très mal reçu dans le monde de l'éducation parce qu'avant que les livres soient publiés, on écrivait les livres. C'était ça ce qu'ils faisaient en éducation. On ne lisait pas les livres, on les écrivait. Après ça, les tableaux noirs, on le sait, les calculatrices de poche, fin des années 80, vous vous rappelez de ça, avec la présence des calculatrices, c'était la fin des mathématiques. Et je le sais, j'étais enseignant, j'étais directeur d'école à ce moment-là. Mon département des mathématiques, là, il ne savait plus quoi faire. Okay? C'était la fin des calculs, la fin des mathématiques. Ensuite, l'ordinateur de bureau, l'Internet et les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les médias sociaux. Et comme Pierre l'a dit et les autres conférenciers l'ont dit aussi, on est en train de vivre des changements et on s'imagine, on a quand même un peu cette arrogance pour dire non. Bonne chance. Parce que les jeunes, ils vont dire oui, si ce n'est pas là où je vais avoir mon éducation, je vais aller le chercher ailleurs. Et c'est ça qui se passe de plus en plus. Alors, la sagesse organisationnelle, parce que lorsqu'on parle quand même du système d'éducation, est-ce que nos établissements d'enseignement font preuve de sagesse? Ça, je vous recommande fortement. Lisez la recherche sur la sagesse organisationnelle. Parce que les structures d'établissements d'enseignement empêchent la créativité et l'innovation. Je dis ce que je dis avec énormément de respect pour les gens qui travaillent en éducation. Parce que c'est des gens qui travaillent de bonne foi. Et c'est des gens qui travaillent, qui mettent leur vie dans ce qu'ils font. Mais ils travaillent dans un organisme, une structure qui ne valorise pas du tout l'innovation. Ça ne fait pas partie des mœurs. C'est la question de la conformité, le contrôle et la complaisance. C'est ça qu'on doit faire. Et lorsqu'on parle d'innovation en éducation publique ou même privée, on arrive avec ce fameux projet pilote. Et que c'est une bonne idée, on va piloter ça. Puis on va le mettre dans cette école-là pour combien de temps? 3 ans? 4 ans? Assez long qu'on oublie. Et après ça, 4 ans plus tard, on va dire, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet pilote ailleurs? Ben, la directrice est partie, les enseignants qui appuyaient sont partis, ils ont été mutés ailleurs. Ah oui, OK. Et là, quelqu'un d'autre arrive, un autre virus. OK? Ah oui. Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, vous voulez faire ça avec les élèves. Ah, c'est intéressant, on va piloter ça. Et c'est ça qui se passe. Alors, lorsqu'on regarde cette image, j'aime l'innovation, suis-je un virus? Quels sont les traits d'un virus? Ça, c'est important parce que notre ADN est lié. Tout est lié. La caractéristique principale des virus, c'est leur capacité à traverser les filtres imperméables aux bactéries. C'est ça qu'un virus peut faire, passer à travers les contrôles, les systèmes de contrôle, les filtres. Et le virus doit passer à travers. Ensuite, une autre caractéristique élémentaire des virus est le fait qu'ils se répliquent. Alors, c'est pour vous dire que, comme virus, vous pouvez contaminer d'autres. Et ils peuvent devenir d'autres virus avec vous. Et c'est ça que vous devrez faire. Et si vous ne croyez pas, c'est de la façon que la nature fonctionne.
C'est de la même façon. Je ne fais absolument aucune différence entre un virus tel quel et les êtres humains. On est de la même façon, on agit de la même façon. Les virus sont essentiellement constitués d'une molécule portant de l'information génétique. Alors, avec ce que vous croyez comme innovation, avec ce que vous croyez que vous pouvez faire, vous l'emmenez avec vous, ça fait partie de votre ADN. Après ça, vous le partagez avec d'autres, ça fait partie de leur ADN. Et ça se réplique. Alors, il y a toujours de l'espoir. Ensuite, les virus sont des éléments réplicatifs assemblés à partir de leurs composants. Et c'est exactement ça. C'est de cette façon-là qu'on peut aller de l'avant, avec les structures à partir et assemblées de cette façon. Ensuite, les virus sont strictement dépendants du métabolisme d'une cellule. Alors, on a besoin du système d'éducation pour vivre. Mais voyez-vous, on est en train de refaire le système d'éducation en le faisant comme tel. Et c'est d'avoir quand même le fait d'aller de l'avant. Et tous les organismes vivants sont susceptibles d'être infectés par des virus. Alors, si vous pensez que vous êtes seul, il n'y a pas moyen, c'est impossible, je vous dis tout de suite, non. C'est tout à fait le contraire. Vous pouvez aller même très loin. Mais le fait que vous infectez juste un organisme, ce n'est pas assez. Il faut que vous continuez à le faire. Je vais vous montrer une vidéo maintenant. Et ici, on peut voir le monde de l'éducation comme cellule. Et le monde de l'éducation, ce qu'il fait, c'est que là, vous voyez quand même, ça c'est l'innovation, ça c'est des virus d'innovation. Et le monde de l'éducation touche un peu le virus pour voir c'est quoi exactement, qu'est-ce qui se passe, de quelle façon le virus fonctionne. Est-ce que le virus est une menace? Est-ce que ça risque de nous faire changer, oui ou non? Et si on décide que oui, bien à ce moment-là, on n'a qu'un choix à faire. C'est tout simplement de s'approcher vers le virus et on va le bouffer. Mais ce qui est très bien, c'est que là, le virus est rentré dans le corps. Et c'est ça qui est important à saisir. C'est que l'innovation demande quand même le fait que vous devrez avoir le courage de le faire, comme Philippe l'a dit. Sans le courage, vous n'allez nulle part. Et c'est certain que les gens ils vont rire de vous. C'est certain que les gens ils vont dire, c'est impossible ce que vous rêvez de réaliser. Et ils vont vous dire, c'est impossible de faire ce changement. Sais-tu, Ronald, comment le système d'éducation est énorme? Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est comptez sur votre courage, comptez sur les jeunes de réaliser vos rêves. Parce que c'était à travers eux qu'à la commission scolaire où j'étais, ils sont en train de réaliser leurs rêves, toujours avec ces jeunes et maintenant avec les adultes qui ont bien compris et qui ont été tous infectés. Merci beaucoup.